Après nous avoir dit pendant des semaines que le président Trump négociait, qu'on était près d'un accord, que les grandes lignes d'un accord étaient déjà arrêtées, le président Trump dit maintenant qu'il ne négocie qu'à moitié et qu'il reste assez discret sur le sujet. Pendant ce temps, du côté iranien dans cette guerre, ils se sentent clairement beaucoup plus confiants et ont formulé de nouvelles exigences pour rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin à la guerre selon les conditions qu'ils dictent. Nous allons voir comment tout cela va se dérouler, comment nous en sommes arrivés là et surtout où nous allons. Nous retrouvons aujourd'hui Matt Bracken, romancier, historien, engagé, agitateur, particulièrement sur X. Matt, bienvenue de nouveau dans l'émission. Merci David Puey. Bon, écoutez, entrons tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'il y a là des choses assez révélatrices. Commençons par certaines des exigences formulées par l'Iran ce week-end. Politico l'a rapporté ce matin. L'organe iranien comparable à un politburo, connu sous le nom de Conseil suprême de sécurité nationale, a déclaré que le détroit d'Ormuz ne rouvrirait pas tant que les États-Unis n'auraient pas, je cite, « corrigé leur comportement », avant de préciser ce qu'ils entendaient par là. Les États-Unis ne doivent plus jamais menacer l'Iran, selon le communiqué, et doivent mettre fin de façon permanente à la guerre contre l'Iran et ses alliés armés dans la région. Les États-Unis doivent lever le blocus naval des ports iraniens et retirer leurs forces militaires de la zone. Ils doivent aussi indemniser intégralement l'Iran pour les dommages causés par la guerre, lever les sanctions et libérer sans condition les avoirs gelés. Je pense que chacun de ces points figurait dans les 14 points initiaux du protocole d'accord. Mais là, en substance, ils disent que tout doit être fait d'emblée et non négocié au bout de 60 jours. Comment interprétez-vous cela? Je pense que nous avons tous intégré à notre vocabulaire l'échelle d'escalade et la domination dans l'escalade. Et maintenant, je crois qu'il faut y ajouter une sorte d'échelle diplomatique et de domination diplomatique. Parce que les Iraniens utilisent désormais le protocole d'accord du 17 juin comme point de départ. Ils ne négocient pas à partir de là en reculant. À chaque fois que des frappes militaires sont menacées, ils frappent en réalité des navires dans le détroit d'Ormuz qui tentent d'emprunter le corridor américain. Et ils ne reviennent pas sur le protocole d'accord initial, qui est maintenant leur point de départ. Et en matière de domination diplomatique, chaque fois que nous revenons avec davantage d'exigences, ils frappent simplement davantage de navires et ajoutent des éléments au protocole d'accord. En quelque sorte, ils nous montrent « Regardez, c'est un fait compre pour vous. Plus vous tardez, plus vous risquez. » Parce que, quoi qu'il arrive, nous n'allons pas abandonner le contrôle du détroit d'Ormuz. Ils comprennent très bien que c'est leur atout majeur. C'est leur domination, la domination géographique du détroit d'Ormuz. Ils n'y renonceront jamais. Et je ne pense pas qu'ils autoriseront un jour un navire de guerre américain à revenir dans le golfe Persique, par exemple. Et pour le monde entier, ce sera un signal. Nous avons été chassés du golfe Persique. Mais au bout du compte, si nous ne retournons pas auprès de la 5e flotte à Bahreïn, le monde entier comprendra qui a gagné cette guerre. Donc oui, ils ne négocient pas en se disant « on cède un peu, on obtient un peu ». Ils disent simplement « nous allons exiger davantage ». Donc plus vous faites traîner les choses, plus vous devrez céder à la fin. Et vous savez, c'est justement ce que le professeur Marandi avait dit dans notre émission il y a presque 2 semaines. Il avait dit que l'accord suivant serait plus exigeant. Il avait dit qu'il y aurait des éléments supplémentaires. Et maintenant, on voit que cela se concrétise. En gros, ils disent que tout ce qui devait être négocié pendant la durée du premier protocole d'accord doit désormais être réglé d'emblée, avant même qu'ils puissent entamer des négociations et ouvrir ce détroit. Nous verrons donc comment cela va se passer. Voici ce qu'a déclaré cette nuit
le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Les discussions avec Oman portent sur un passage temporaire. Nous sommes vraiment tout près d'aboutir. Mettre fin à ce passage par l'Iran et Oman ne signifie pas nécessairement la réouverture du détroit d'Ormuz. Cela dépend d'autres facteurs. Les violations du protocole d'accord par l'Amérique doivent être compensées. Donc, en gros, il dit, écoutez, cela fait maintenant plusieurs jours que nous travaillons et que nous parlons de cette question. Selon le protocole d'accord, Oman et l'Iran négociaient en réalité non pas avec les États-Unis, mais uniquement entre eux, et apparemment avec certains autres acteurs régionaux, afin de mettre en place une sorte d'administration provisoire. Mais ils disent clairement qu'ils reconnaissent que cela ne signifie pas forcément que le détroit d'Ormuz sera ouvert, car Oman et l'Iran peuvent très bien se mettre d'accord là-dessus, si cela se produit. Mais cela n'a rien à voir avec le blocus américain. Donc, même s'ils aboutissent à un accord, cela ne signalera pas nécessairement une ouverture du détroit d'Ormuz. Et il a de nouveau insisté sur le fait qu'il cherche une forme de compensation. Pensez-vous que ce soit simplement une tactique de négociation, ou pensez-vous qu'il pense réellement tout obtenir d'emblée ou ne rien ouvrir? Je pense qu'ils le pensent vraiment. Je crois que les funérailles nationales il y a 2 semaines ont marqué en quelque sorte un tournant en durcissant leur position. On entend davantage parler de l'école de filles de Minab. Il y a une vraie colère et désormais une volonté non seulement de mettre fin à cette guerre, mais de la gagner définitivement. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que les États-Unis et Israël considèrent un cessez-le-feu ou un nouvel accord comme une simple occasion de se réarmer, de refaire le plein, puis de revenir pour un nouveau round. Ils doivent voir l'Amérique subir une véritable défaite, au point que nous nous y brûlions les doigts, que nous en gardions un douloureux souvenir et que nous ne voulions pas y retourner. Ils doivent donc réellement augmenter la douleur. Et ils frappent des navires dans le corridor omanais qui ont essayé de se faufiler par ce qu'ils appellent le canal américain. Ils les frappent, donc ils ne relâchent pas la pression sur ce point. Ils s'en tiennent à la lettre du protocole d'accord numéro 5. Ce passage va être administré, c'est-à-dire contrôlé par l'Iran, en dialogue avec Oman et à un niveau moindre avec les autres États du Golfe. Mais c'est l'Iran qui va le gérer. Et ils ne reviennent pas là-dessus, au point qu'ils continuent même de frapper des navires. Une façon dont cela pourrait se terminer, c'est que, de toute façon, ils ne vont pas ouvrir ce détroit tant que le blocus américain extérieur, le blocus secondaire, ne sera pas levé. Mais je ne m'attends pas à une annonce officielle, parce qu'il n'y a pas de négociation formelle. Il n'y a pas d'Américains assis en face d'Iraniens autour d'une table. Tout cela se fait par notes échangées électroniquement, par l'intermédiaire du Pakistan et d'autres pays. Donc, il n'y a pas de discussion. Il n'y aura pas d'accord signé dans lequel les États-Unis diraient « D'accord, ce jour-là, nous levons notre blocus, et ce jour-là, 2 jours plus tard, vous lèverez le vôtre. » Cela se fera de facto, parce que ce serait très humiliant pour les États-Unis de dire « Vous avez gagné, nous capitulons, nous lèverons notre blocus mercredi, et vous lèverez le vôtre vendredi. » Ils le feront tout simplement. Et la façon dont on va le constater, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes privés de suivi des navires qui calculent le volume de pétrole sortant aujourd'hui du détroit d'Ormuz par rapport à avant la guerre, ainsi que le pétrole qui sort de la mer Rouge par oléoduc et par navire. Or, cela est maintenant remis en question à cause des Houthis. Ces systèmes de suivi utilisent de nombreuses méthodes pour comptabiliser les navires et le pétrole. Mais il semble bien que davantage de pétrole sorte.
Maintenant, est-ce que ce sont des navires qui transfèrent leur cargaison? Ils se déplacent simplement à l'extérieur du détroit d'Ormuz, mais à l'intérieur du blocus naval, qui est plus loin, le blocus naval américain, puis ils transfèrent le carburant. Ou alors, est-ce que certains de ces navires quittent le golfe Persique avec du pétrole iranien pour aller vers la Chine sans que nous les arrêtions parce que nous avons une sorte d'accord parallèle avec la Chine? Alors, ne vous attendez pas à ce que tout soit annoncé. Il peut y avoir des accords de fait qui ne seront jamais annoncés. Donc je surveille la quantité de pétrole qui sort, si elle augmente, et jusqu'à quel niveau. Et c'est seulement à ce moment-là que je dirai oui, le détroit va être rouvert. Et tant que vous voyez, chaque jour ou tous les 2 jours, un navire être frappé par les Iraniens alors qu'il essaye de sortir par le corridor américain, c'est que ça continue, clairement. Ça se poursuit encore au niveau de cette guerre. C'est intéressant, parce que lorsque le protocole d'accord a été signé le 17 juin, le paragraphe 5 disait sans équivoque que l'Iran, puis plus tard l'Iran et Oman, avaient le contrôle administratif pour décider de la manière dont cela allait s'ouvrir, etc. Ensuite, nous sommes revenus et avons mis en place ce corridor secondaire en 5 jours. Et je crois que c'est le 6e jour que les premiers navires ont commencé à passer. L'Iran dit oui, ce n'est pas l'accord. Ils en ont frappé quelques-uns après certains avertissements. Et puis les États-Unis, c'est à ce moment-là qu'a commencé cette série d'échanges pendant 13 jours, etc. D'accord. Cette fois, plusieurs navires ont maintenant été touchés, et à moins que quelque chose m'ait échappé, nous n'avons répondu à aucun de ces incidents. Qu'en pensez-vous? Je pense que nous sommes dans une situation où nos combattants, nos commandants, prennent conscience de la réalité. Même nos troupes basées dans l'ouest de la Jordanie et en Israël sont sérieusement sous le feu. Ils ont frappé l'une des bases aériennes en Jordanie et nous avons eu beaucoup de blessés et de dégâts. Donc aucune de nos bases n'est hors de portée. Et nous sommes désormais dans une situation où la guerre du XXe siècle se heurte à la guerre du XXIe siècle. Nous arrivons à un combat de mitrailleuses de la Première Guerre mondiale avec de la cavalerie à cheval. C'était formidable, mais c'est obsolète parce que nos avions d'attaque doivent être ravitaillés en vol pour pouvoir aller d'Israël et de Jordanie jusqu'à des cibles, même à des points de lancement situés hors d'Iran. Et cela se voit en temps réel. De la même manière qu'on ne peut plus regrouper les troupes, on ne peut pas non plus stationner tous ces avions sur des pistes. Vous savez, une demi-douzaine de pistes toutes regroupées, comme à Pearl Harbor, puis lancer une grande attaque aérienne, parce que tout est vu en temps réel. Et ces bases peuvent alors être attaquées. Je sais que certains disent que l'Iran hésite énormément à frapper des cibles en Israël, et j'imagine que c'est vrai. Mais il faut faire une grande distinction entre un missile qui explose, une explosion en plein centre de Tel Aviv, et une explosion loin dans le désert, que personne n'entendra, ou vous savez dans une ville, ou même une explosion à l'aéroport Ben Gurion, où le monde entier a vu que nous avons des avions ravitailleurs de l'armée de l'air alignés. La précision de ces armes fait que, enfin, les aéroports, comme nous le savons, sont des cibles très vastes. Vous savez, je ne suis jamais allé à l'aéroport Ben Gurion, mais je ne pense pas que l'endroit où ces avions sont stationnés soit juste à côté d'un ensemble d'immeubles. Donc, si vous avez des missiles capables de frapper avec une précision de 10 ou 20 mètres, vous pouvez toucher les avions sans faire de victimes civiles. Le monde ne va donc pas regarder avec horreur l'Iran frapper Israël, si au même moment, une vaste attaque aérienne est lancée depuis Israël. Personne ne s'attendra à ce que l'Iran subisse une attaque sans riposter, sous prétexte que les avions décollent d'Israël. Et ils ont déjà montré qu'ils avaient la portée nécessaire, puisqu'ils ont frappé nos bases en Jordanie. Donc je pense que nous retenons nos tirs
parce que nous savons que nous perdons cette manche. Nous perdons. Nous n'avons pas la domination de l'escalade. Oui, oui. Et vous savez quoi? On dirait que le président Trump commence à en prendre conscience. C'est une partie des informations tombées ce matin. Alors que l'Iran dit qu'il n'y a pas de solution militaire à ça, que vous ne pourrez jamais le contraindre à abandonner, il semble que cette réalité commence à s'imposer à nous, parce que le président Trump dit maintenant qu'il ne négocie qu'à moitié avec l'Iran. Il continue aussi de dire qu'il reste discret, pour l'instant, ce que la plupart des gens, moi y compris, interprètent comme « je ne sais pas ce que je vais faire ». Il essaie de comprendre ce qu'il va faire ensuite. Et regardons ça. Certaines personnes de son camp ne sont pas vraiment contentes. D'abord, regardons Rebecca Heinrichs. On entend une certaine agitation dans sa voix. Le soutien des électeurs de base du président Trump à la guerre a été le plus fort lorsque les États-Unis étaient réellement en position de force et obtenaient d'importants gains militaires aux côtés des Israéliens. Là où ce soutien a commencé à chuter fortement, c'est quand on a vu ce cessez-le-feu, ces négociations, et les Iraniens qui semblaient sentir très confiants, très audacieux, en formulant des exigences aux États-Unis. Et c'est là que je pense les Américains se sentent assez mal à l'aise. Donc là, je pense qu'elle dit, je pense que les Américains sont mal à l'aise parce que nous ne faisons pas assez la guerre. Il faut y retourner et obtenir le soutien nécessaire. Et puis, elle semble totalement inconsciente du fait que nous avons essayé 2 offensives militaires pour tenter de faire en sorte que ça marche. Ça n'a jamais marché. Et pourtant, sans se laisser décourager par cela, elle n'est pas satisfaite de réduire l'intensité et elle veut retourner à la guerre. Comment peut-on défendre cet argument quand on a la preuve concrète que l'armée ne réussira pas et continuer malgré tout à le défendre? Vous m'entendez? Allô? Je suis toujours à l'antenne, Gary. Oui, c'est bon, Dan. Voyons ce qui se passe avec son image est figée, là. Oui, on dirait qu'il est figé. Je vais passer à lui. D'accord. Bon, en attendant, continuons. Enfin, je vais continuer ici. Si c'est le cas pour certains soutiens du président Trump, il reçoit aussi un soutien politique venant d'un endroit inattendu, même sur MSNBC. Ils en parlaient ce matin dans Morning Joe. Ils expliquaient qu'ils critiquent souvent le président Trump. Mais soudain, ils disaient « Mais toute cette histoire de rester discret, je ne sais pas, peut-être que ça se défend. » Alors, il s'agit, je crois, d'un ancien analyste de la CIA, aujourd'hui à la retraite, qui était sur MSNBC ce matin. Au début, il va en quelque sorte être d'accord avec Trump, ce qui est déjà étrange en soi. Mais écoutez sa conclusion à la fin. Il n'y a pas d'autre option ici. Le seul défaut de cette stratégie, qui est selon moi la bonne stratégie aujourd'hui, c'est que l'ennemi a son mot à dire. Donc à mesure que l'Iran se voit acculé, la question est de savoir ce qui se passe lorsqu'il mène des actions comme des attaques de guerre hybrides, telles que celles qu'il aurait menées contre le système d'approvisionnement en eau du Minnesota, ou de nouvelles attaques contre la navigation dans le détroit d'Ormuz, ou encore des attaques de ses relais dans la région. Par exemple, les Houthis qui frappent des cibles en Arabie Saoudite. Ils vont en fait essayer de pousser Trump à remonter cette échelle d'escalade. On va beaucoup s'intéresser à la mesure dans laquelle les États-Unis tenteront de s'en tenir à cette stratégie, je cite, « discrète ». Mais je pense que c'est la bonne stratégie et la seule possible. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Ça ne nous plaît pas. Les États-Unis ne vont pas forcément en sortir gagnants. Mais c'est assurément préférable à l'envoi de 20 ou 30 000 soldats au sol ou à l'épuisement de toutes nos munitions de précision dans une campagne militaire qui,
en réalité, ne fonctionne pas très bien. Et vous savez, Matt, une partie de moi ne comprend pas. Il en comprend une partie, cet analyste de la CIA sur MSNBC, et il dit, « Et vous savez quoi? On ne sortira peut-être pas gagnant de tout ça, mais faire profil bas, et au fond, maintenir le statu quo, c'est quand même mieux que d'envoyer des troupes au sol. » Comme si quelqu'un envisageait encore sérieusement cette possibilité. Mais ce qu'il n'envisage même pas plus que tous les autres qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est que franchement, à part notre chaîne et quelques autres comme la nôtre, personne ne dit « Mec, laissez tomber, vous ne pouvez pas y parvenir militairement. » Et maintenir le blocus, maintenir le statu quo, ça continue de nous nuire. Vous voyez ça comment? Oui, c'est ce biais du joueur, vous savez, cette façon de persister dans la stupidité. Et Trump, je gagne toujours. Vous savez, Trump, je gagne toujours, donc je vais toujours relancer les dés. Peut-être qu'il commence enfin à comprendre que ça ne marchera pas. Pour revenir à Jackie Heinrich, avant qu'on perde le signal un instant, vous savez, je pense qu'il y a là plusieurs formes de syndrome de Stockholm. L'une d'elles, c'est une sorte de pensée de groupe qui prend le dessus. Elle est à la cafétéria de Fox News, assise, disons, entre Kellogg, Keith et Jim Henson. Elle pense probablement être une vraie modérée par rapport à son cercle social, à la cafétéria de Fox News et dans la Green Room. Elle a probablement le sentiment d'être une vraie modérée. Mais il n'y a aucun moyen d'intensifier les choses et de gagner parce que nous arrivons sur un champ de bataille du XXe siècle avec une cavalerie à cheval du XIXe siècle. Vous savez, ce qu'on avait, c'était parfait pour botter le cul de la Libye. Vous savez, Top Gun Maverick et le Top Gun original. Le porte-avions navigue pratiquement jusqu'en Libye, voire à l'intérieur de la Libye. Même s'il ne nomme pas ces pays, c'est la Libye. D'accord? Top Gun. C'est pratiquement juste là. Les avions décollent, abattent tous les méchants, se reposent sur le porte-avions. Mission facile, la guerre est terminée. Cette époque est révolue. Elle ne reviendra jamais. Aujourd'hui, il faut entasser les avions sur les pistes et les aires de trafic, parce que, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas simplement les garer sur le sable, d'accord? Ils doivent être sur du revêtement. Or, il y a une quantité limitée de revêtements et beaucoup d'avions. Donc, quand ils sont regroupés comme ça, ils sont extrêmement vulnérables. Si nous tentons maintenant une quelconque attaque cinétique, ils peuvent frapper ces bases avec des missiles qui mettent 8 ou 10 minutes à arriver. Donc, dès qu'ils verront les 20 premiers avions ravitailleurs décoller, ils frapperont ces aérodromes. Et non seulement ils feront des victimes, mais ils feront avorter toute l'attaque. Et s'il y a une chose pire que de perdre la face en se retirant de cette guerre dans laquelle nous n'aurions jamais dû nous engager, ce qui sera absolument pire, c'est de subir une défaite humiliante et écrasante. Par exemple, lancer une grande attaque aérienne, puis voir 50 avions détruits au sol, 50 autres endommagés, et les appareils qui ont réussi à décoller, incapables d'atterrir sur cette piste, parce qu'elle est défoncée et criblée de cratères, avec des débris d'épave partout. Ils iront donc se poser en Turquie et à Chypre, où ils ne pourront ni se réarmer, ni se ravitailler en carburant. Ils sont hors combat. Ils pourraient même être... Quel est le terme quand on se pose dans un pays neutre pendant une guerre? Comme les Allemands en Argentine, le Grafspee. Il y a un terme pour ça. Ça me revient pas. Il y avait des navires allemands à Guam quand la Première Guerre mondiale a éclaté. C'est comme un internement. C'est quoi le terme? Il y a un verbe précis, mais mis sous séquestre, quelque chose comme ça. Donc, nos avions, qui ne peuvent pas retourner sur des aérodromes endommagés, vont atterrir sur tous les terrains qu'ils pourront trouver, des aérodromes civils. Plus de carburant, plus de bombes. Ce sera bien plus humiliant que d'essayer de démêler tout ça et de déclarer une victoire, même si notre marine ne retournera pas dans le golfe Persique.
Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va progressivement lever le blocus extérieur. Et à mesure que davantage de pétrole sortira du golfe Persique, parce que nous levons ce blocus extérieur imposé par notre marine américaine, notre camp s'en attribuera le mérite. On dira, regardez, la stratégie de Trump fonctionne. Davantage de pétrole sort. Ils ne parleront pas du fait que les navires de la marine américaine ne peuvent pas y retourner. Nos bases ne peuvent pas être reconstruites. On ne peut pas reconstruire ces bases uniquement avec ce qu'on décharge d'un C-17. Nos navires chargés de matériaux de construction pour reconstruire les bases ne seront pas autorisés à y retourner. Certaines de ces cargaisons très volumineuses, comme ces gigantesques stations de liaison montantes par satellite qui font partie du vaste radar à longue portée, il faut les avoir tous les deux, parce que ce radar géant à longue portée n'existe pas tout seul. Il fait partie d'un réseau relié par satellite, donc il est installé à côté d'une énorme station de liaison montante par satellite. Ces équipements n'arrivent pas dans des C-17, et ils ne sont pas construits sur place avec des jeux de construction. Ça arrive sur un grand navire, c'est débarqué par grue, puis mis en place. Et ça va pas se produire. Ils ne vont pas revenir dans le golfe Persique. On nous repousse, ce n'est pas couvert par les médias américains, mais le reste du monde le voit. Oui, vous savez, Matt, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas un général 4 étoiles à la retraite de l'armée américaine. C'est exact? C'est exact. D'accord. Alors comment se fait-il que vous voyez ça si clairement, alors que ce type-là, qui était général 4 étoiles en service actif, apparemment le copain de déjeuner de Rebecca Heinrichs à la cafétéria dont vous avez parlé il y a 1 minute, lui pense qu'il faut encore repartir à plein régime. Les Iraniens, on voit à quel point leurs exigences diplomatiques à notre égard deviennent plus agressives, au point de nous demander presque de nous rendre. Je pense que dans la voie qu'ils suivent, ils sont très agressifs sur le plan diplomatique. Et ils vont aussi devenir très agressifs par la violence. Le président Trump a toutes les options entre ses mains. Il peut lancer une action militaire majeure à tout moment pour mettre fin à tout ça. Il peut le faire en quelques jours. Il peut le faire en moins de temps encore. Il dispose d'énormes possibilités. Il est parfaitement conscient de tout cela et nous verrons ce qui se passera. Pour ma part, je crois que la seule façon pour que l'Iran réponde à nos exigences, c'est de les y contraindre. Eh bien, je suis assez d'accord avec la dernière partie de ce qu'il a dit. La seule façon pour qu'ils répondent à nos exigences, c'est de les y contraindre. Mais on ne peut pas les y contraindre. Et puis il y a ce passage étrange, Matt. Il dit, écoutez, toutes les options sont entre les mains du président Trump. Des options énormes. On peut le faire en quelques jours. Mais on a eu 40 jours, puis 13 jours, et ça n'a pas marché. Alors c'est quoi ce bordel, mec? Si Gary peut afficher une image, je pense, d'un B-52, avec une comparaison sur les bombardements avec des bombes conventionnelles, oui, il est écrit, vous vous souvenez quand nous avons largué 3 fois plus de tonnes de bombes sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge que sur l'Allemagne et toute l'Europe occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis que nous avons gagné la guerre du Vietnam? Oui, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, sur cette carte, dans le coin, le Sud-Vietnam, pour lequel nous nous sommes battus pendant la majeure partie d'une décennie, ne fait que la taille de cette zone juste autour du détroit d'Ormuz. Ils peuvent tirer des missiles depuis n'importe quelle partie de l'Iran capable d'atteindre cet arc, ou depuis n'importe laquelle des îles, ou depuis n'importe lequel des États du Golfe de l'autre côté du Golfe Persique. Pendant la guerre du Vietnam, on faisait voler ces B-52 dans tous les sens, comme on voulait. Le Viet Cong, au sud,
n'avait rien qui puisse tirer à une altitude aussi élevée que celle d'un B-52. Donc littéralement, j'ai vérifié, larguer une bombe classique depuis un B-52 coûte plus de 100 fois moins cher par kilo d'explosifs que de lancer un missile à distance depuis l'extérieur de l'Iran. On pouvait donc larguer tout ce tonnage massif sur le petit Sud-Vietnam, 10 fois moins grand que l'Iran, pendant des années, sans les vaincre. Ils ont continué à acheminer du matériel de guerre le long de la piste Ho Chi Minh, qui, pour ceux qui sont plus jeunes que nous, passait parallèlement au nord et au Sud-Vietnam, au Laos et au Cambodge. Donc, ces pays n'avaient aucun moyen de s'opposer à ce que l'Amérique mène des missions au-dessus de leur territoire et largue des mégatonnes de bombes en fer directement sur la piste Ho Chi Minh. Pendant tout ce temps, ils ont continué à acheminer du matériel de guerre au Viet Cong. C'était ça la stratégie, couper la piste Ho Chi Minh. Le Viet Cong allait manquer de lance-roquettes RPG, de roquettes B-40, de tout ce matériel-là, de mines. Et alors, ils gagneraient parce qu'ils seraient privés de matériel de guerre. Et nous, on pouvait envoyer des B-52, transformer le pays en surface lunaire. Arclight, vous savez, du bombardement en tapis, au sens littéral. Un cratère rejoignait le suivant. Et malgré ça, on n'a pas réussi à les faire se rendre. Et l'Iran est 10 fois plus grand. Ils disposent d'une défense aérienne, contrairement au Viet Cong. Et même les Nord-Vietnamiens avaient un peu de défense aérienne autour de Hanoï. Ils ont donc abattu quelques B-52, évidemment, mais pas assez pour nous arrêter. Ils ne nous ont pas poussés à abandonner la campagne de bombardement, alors même que nous avions des prisonniers de guerre au Hanoi Hilton. Nous avons continué à faire des allers-retours de la Thaïlande à Guam, en larguant des bombes pendant des années. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas faire survoler l'Iran à nos avions. Nous utilisons des Predator et des Reaper, et ils les abattent. Nous devons donc tirer des missiles à distance, qui coûtent des centaines de fois plus cher qu'une bombe conventionnelle, pour atteindre une cible à l'intérieur de l'Iran. Penser qu'ils vont abandonner après quelques semaines supplémentaires de bombardement. Des bombardements au compte-gouttes, rien à voir avec le Vietnam. Si vous comptiez le nombre de kilos de charges explosives réelles, qu'est-ce qu'il y a dans un Tomahawk? C'est genre 100 kilos ou quelque chose comme ça pour l'ogive elle-même. Ça équivaut à quoi? À 2 bombes de 225 kilos larguées par un B-52. Or au Vietnam, c'était des B-52 les uns après les autres, jour et nuit, pendant des années. Alors, je ne sais pas ce que des types comme Kellogg, Keane ou Henson ont en tête. Mais si Trump se laisse convaincre de lancer une autre attaque d'ampleur, ce sera bien plus humiliant quand la première vague aura décollé et que des roquettes commenceront à frapper ces pistes. Parce que les autres vidéos vraiment essentielles que j'aimerais que ces gens regardent, ce sont vos vidéos avec Ted Postol. Parce qu'il avance un argument très convaincant selon lequel nos patriotes ne fonctionnent pas. Il revendiquait un taux de 90%. Genre, oh, c'est une catastrophe maintenant, parce qu'on manque de patriotes. Lui affirme qu'ils ne sont qu'une arme psychologique pour la défense. Il donne à vos troupes le sentiment qu'il y a une défense, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Peut-être un taux d'interception de 5 ou 10%. Parce qu'il faut y penser, ces missiles descendent. Et c'est très intéressant, les termes qu'il emploie, 4 km par seconde. Et l'intercepteur monte à 1,5 km par seconde. Donc en une seconde, vous franchissez plus de 5 km d'espace. Et on n'arrive même pas à faire ça. Ensuite, les Iraniens ajoutent l'hypersonique. C'est comme un propulseur de rentrée pour les faire aller plus vite. Ils ont de petites fusées et des ayettes pour que l'ogive fasse des écarts pendant sa rentrée. Donc même durant ces 5 dernières secondes, si elle change 2 fois de direction,
oublier l'interception. Et ça, c'est acquis. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous allons les rattraper. Et la raison, selon ma propre analogie, c'est qu'il sera toujours moins cher de tirer une balle que de concevoir une super balle capable d'intercepter une balle en plein vol. Je crois que sur le champ de bataille de Gettysburg, quelque part vers la charge de Pickett, ils ont tous ces vestiges de guerre, et il y a, je crois, 2 balles miniées qui se sont heurtées. Vous savez, pour montrer à quel point l'air était saturé de plomb, il y a eu, disons, 2 balles miniées. C'est une petite balle en plomb, à cavité creuse, de calibre 60, un énorme projectile. 2 ont touché, c'était simplement un coup du hasard, parmi les dizaines de milliers de balles tirées dans les 2 sens. Mais s'imaginez qu'on va inventer une balle qui abat les balles, elles arrivent à 4 km par seconde. Donc, ce que nous avons, c'est une force aérienne du XXe siècle. Des avions d'attaque, des avions ravitailleurs, des armes à distance qui coûtent une fortune pour envoyer une petite charge explosive au cœur de l'Iran. Et eux, ils ont investi dans une offensive aérienne du XXe siècle, fondée sur des roquettes que nous ne pouvons pas arrêter. Oui, c'est en gros la ligne que j'ai défendue là-bas. Et c'est intéressant de voir qu'après avoir entendu Keane dire « on peut tout à fait y retourner », qu'on a toutes les options, qu'on peut le faire en seulement quelques jours, il admet aussi, bien sûr, qu'il y a un problème de munitions. Le remplacement des stocks que nous utilisons pose des difficultés. C'est un enjeu majeur et public. Le Congrès s'en préoccupe beaucoup, tout comme le secrétaire adjoint à la guerre chaque jour. Mais pour ce qui est de mener une guerre avec des armes offensives et de pouvoir nous défendre contre les Iraniens, nous pouvons le faire très efficacement. Comment pouvez-vous le faire de manière assez efficace? Si vous n'avez plus vos armes à longue portée tirées à distance parce que vos stocks s'épuisent, vous devez alors utiliser celles qui ne sont pas tirées à distance, comme les JDAM, les SDB, certaines GBU et ainsi de suite, dans d'autres catégories. Mais toutes exigent des avions de combat, et il faut vous approcher, comme vous le disiez il y a une minute. Pourtant, j'ai vérifié ce matin. Il y a littéralement des dizaines de milliers de capacités JDAM et de kits qui accompagnent ces bombes à gravité, etc. Donc vous n'en manquerez vraiment pas. Vous en avez énormément. Mais seront-elles efficaces? Oui, on voit bien qu'on n'a même pas quelque chose d'aussi performant que ce que les Russes ont développé, ces bombes planantes, auxquelles ils ajoutent de véritables ailes sur une vieille bombe soviétique non guidée, pour qu'elle puisse parcourir, je crois, une vingtaine de kilomètres. Or, dans la guerre en Ukraine, amener un chasseur à moins de 20 kilomètres de l'ennemi, c'est prendre un risque énorme. Donc, dans le contexte de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le simple fait qu'ils puissent lancer ces bombes planantes, c'est-à-dire qu'ils puissent approcher leurs avions d'attaque à 20 kilomètres de l'ennemi, montre qu'ils s'exposent à un danger immédiat, qu'ils sont capables de faire voler des avions aussi près de l'Ukraine. Mais l'Iran est immense, l'Iran est gigantesque. Vous savez, c'est grand comme 6 fois le Colorado, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est énorme. C'est 3 fois plus grand que l'Irak, même plus de 3 fois. Donc, pour pénétrer jusqu'au centre de l'Iran et larguer une JDAM avec seulement, même pas des ailes de bombes planantes, juste de quoi augmenter un peu la portée, il faut pratiquement voler jusqu'au centre de l'Iran avec des pilotes humains. Et là, vous allez avoir, vous savez, des prisonniers de guerre. Parce que c'est pas... Même au Vietnam, c'était très difficile d'envoyer les Jolly Green et les équipes de Pararescue. Et ça, c'était le petit Vietnam. On a perdu beaucoup de prisonniers de guerre parce que le Viet Cong pouvait les récupérer. Ou, au nord évidemment, les forces régulières, l'armée nord-vietnamienne
pouvaient les récupérer avant qu'on ait le temps de les secourir. Mais dans le cas de l'Iran, regardez la taille de l'Iran. Pour atteindre le centre de l'Iran, vous allez perdre beaucoup de pilotes, et ils passeront à la télévision, et ça ne passera pas bien. Et je ne pense pas que cette fois, ce sera un moment de ralliement autour du drapeau, du genre, maintenant, faisons une conscription. Maintenant, préparons-nous à une guerre 10 fois plus grande que le Vietnam. Je ne pense pas que ça passera. Je veux dire, même si vous, peu importe, vous décidiez quand même de faire ça, vous n'aurez pas le temps de le faire, parce que ça prendrait du temps. Parce que passer de là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement à l'arrêt et pris de court, à seulement envisager une conscription, et qu'est-ce que vous allez faire? Les envoyer dans ces montagnes et les laisser mourir en grand nombre. Je veux dire, je ne vois même pas à quoi ça servirait. Et pendant tout le temps de préparation nécessaire, ne serait-ce que pour en arriver là, vous avez le détroit d'Ormuz qui est fermé. Et notre économie ne pourra pas survivre à ça. Je veux dire, là je pense qu'on commence déjà à atteindre la limite, au-delà de laquelle ces choses peuvent encore être atténuées. Et là, probablement d'ici les prochaines... Oui, la réserve stratégique de pétrole, la SPR, qui s'épuise, ce n'est pas infini. Et la réserve stratégique de pétrole, ce n'est pas seulement quelle quantité de carburant avons-nous pour approvisionner notre armée. C'est aussi pendant combien de temps pouvons-nous faire baisser artificiellement le prix mondial du baril de pétrole, parce qu'on joue à ce jeu sur le papier. Et une grande partie consiste simplement à puiser dans notre réserve stratégique de pétrole pour faire baisser les prix. Eh bien, tout le monde peut surveiller ce niveau et comprendre que le temps ne joue pas en leur faveur. Nous sommes pris dans ce calendrier où les élections de mi-mandat auront lieu dans quelques semaines, dans 1 ou 2 mois. Je veux dire, on est à moins de 10 semaines des élections de mi-mandat. Et l'Iran peut se permettre de faire durer les choses et de jouer la montre dans une stratégie d'usure pendant très longtemps, tandis que nous approchons du point d'effondrement de ces cavernes de sel. Donc nous n'avons tout simplement pas un temps infini. C'est mon analogie. C'est un combat dans une grotte entre des plongeurs sous-marins. Nous nous battons avec des bouteilles d'oxygène sur le dos, et l'autre peut avoir davantage d'air dans sa bouteille. Alors, il faut faire quelque chose ou quitter la grotte. On ne peut pas se battre comme ça éternellement, parce que le temps est un facteur essentiel ici. Le temps, tout simplement. Je suis désolé. Et vous savez, quand on regarde le problème, il ne s'agit même pas seulement du pétrole en soi, ni même des engrais. Mais l'un des problèmes les plus importants, qui est sur le point de frapper, je viens justement de vérifier l'une de mes sources, c'est que dans les semaines à venir, on ne parle plus que de quelques semaines. Certaines projections indiquent que l'incapacité à fournir suffisamment de carburant d'aviation et de diesel va commencer à avoir des effets. Parce que tout le monde a épuisé ses réserves et ses capacités de stockage, qu'il s'agisse de la réserve stratégique de pétrole ou d'autres stocks. Et cela va commencer à avoir un impact majeur sur les carburants d'aviation. Oui, et cela affecte bien davantage nos alliés que nous. Même en Europe, des produits comme le carburant d'aviation, on ne peut pas simplement les fabriquer parce qu'on le veut. Il faut les importer. Et tout le monde, partout dans le monde, paie un prix réel, pas seulement un prix sur le papier, pour du carburant d'aviation livré. Cela a donc des effets croissants sur les économies de nos alliés. Je fais un peu le lien avec cette route arctique russe, si nous avons le temps d'en parler. Les Coréens construisent des brise-glaces et des méthaniers capables de naviguer dans l'Arctique pour aller vers le nord de la Russie, du côté arctique de la Russie. Ce sont nos alliés sud-coréens.
Avec la Chine, ils comptent parmi les principaux constructeurs navals au monde. Donc si les Coréens misent sur la construction de navires capables d'aller dans l'Arctique russe, il faut être un ami de la Russie, parce que ça passe par là. Certaines de ces routes traversent carrément des îles russes. Elles ne seront donc ouvertes qu'aux amis de la Russie, pas aux amis des... Enfin, elles ne seront pas ouvertes aux Américains. De l'autre côté, cette route rouge, nous n'avons même pas de brise-glace capable d'y faire quoi que ce soit. Les Russes, eux, ont ces super brise-glaces. Alors des pays comme le Japon et la Corée regardent simplement vers l'avenir et font preuve de réalisme. Ils voient bien qu'on n'est même pas capable de défendre nos alliés du Golfe. Toute la raison de notre présence au Moyen-Orient, c'était de défendre nos alliés contre l'Iran, et on n'en a pas été capable. Alors ils vont tous commencer à se tourner vers la Russie et la Chine en se disant, qu'on le veuille ou non, que c'est l'équipe qui gagne. Cette carte montre la route arctique russe. C'est une projection de Mercator, donc la partie arctique paraît beaucoup plus grande. Mais en réalité, cette route arctique russe, c'est le raccourci. C'est plus court que de passer par Suez. Et quand le canal de Suez est fermé, ce qui peut arriver à tout moment, que ce soit Suez ou Bab el-Mandeb, l'un ou l'autre, et qu'on ne peut pas traverser la mer Rouge, il faut faire tout le tour par le cap de Bonne-Espérance. C'est presque le double de la route arctique russe. Et il y a un autre aspect concernant l'Arctique russe. Maintenant qu'ils ont ces super brise-glaces, ils peuvent exploiter une grande partie de leur gaz, de leur pétrole et de leurs minerais qui étaient restés inaccessibles là-haut. Enfin, ils les ont étudiés. Ils ont mené les études minières et tout le reste, mais il n'y avait aucun moyen concret d'y accéder. C'est trop loin pour le rail, à travers les montagnes et le pergélisol. Mais si vous pouvez y faire venir de gros navires, vous pouvez construire d'immenses projets là-haut et commencer à exploiter une partie de l'Arctique sibérien russe qui est restée là, inexploitable depuis toujours. Vous le savez, c'est donc comme un autre multiplicateur de force. La Russie est déjà en quelque sorte le réservoir mondial de ressources naturelles. Elle a en gros plus de la moitié de tout ce qui existe sur son territoire. Mais une grande partie était bloquée là-bas en Sibérie, et vous savez, de grosses quantités ne pouvaient pas sortir. À l'époque du Goulag, il y avait ces mines d'or tristement célèbres, et ce genre de choses. Mais les grandes ressources, les grands minerais, qui nécessitent de gros navires vraquiers, ils vont pouvoir les exploiter. Et ce sera un autre avantage pour eux. La Chine construit même des brise-glaces, ce qu'ils appellent des super brise-glaces, pour accompagner les brise-glaces russes, en coopération avec la Russie là-haut. La Corée construit des brise-glaces pour là-bas, et elle construit des méthaniers. Aujourd'hui, la plupart des navires ont une étrave à bulbe, ce truc qui dépasse dans l'eau. Ça les rend plus efficaces, mais évidemment, on ne peut pas utiliser ça dans l'Arctique. Il faut donc construire des navires spéciaux, renforcés pour la glace. Pas des brise-glaces, mais des navires capables de se frayer un passage à travers ces plaques de glace que les brise-glaces ont disloquées. Les Coréens les construisent. Je pense que les Japonais vont aussi commencer à s'y intéresser. Nous sommes vraiment en train de perdre notre influence. En Asie, les gens regardent ce qui se passe en Iran et se disent « Bon sang, ces types ne sont même pas capables de gérer l'Iran. » Comment vont-ils gérer la Chine et la Russie ensemble? Ils ne peuvent pas. Impossible. Donc il faut qu'on s'éloigne progressivement de cette équipe. Parce qu'au bout du compte, on a besoin du pétrole, on a besoin du gaz et des engrais, on ne peut pas simplement vivre de promesses venues d'Amérique. Et à mesure que ça s'accélère, le dollar, comme monnaie de réserve, va disparaître et s'effacer. Et alors qu'est-ce qu'on est? On est juste l'Argentine avec des armes nucléaires. Vous savez, on n'est plus une superpuissance hégémonique. On n'arrive même pas à imposer notre volonté au petit Iran.
Enfin, le reste du monde sait ce que ça signifie. Et vous savez, c'est très paradoxal. L'Iran nous a peut-être rendu un grand service. Vous savez, dans 10 ans, les historiens se retourneront peut-être sur cette période et diront « Aussi désastreux qu'ait été ce fiasco de guerre contre l'Iran, au moins, c'était comme si on avait mis la main sur une plaque brûlante et qu'on s'était brûlé. Personne n'y a pris plaisir. Mais c'était bien préférable à une guerre contre la Chine, où nous aurions pensé pouvoir intervenir et repousser les Chinois loin de Taïwan. Aujourd'hui, plus personne ne le croit. Oui. Donc, on dit maintenant que Taïwan va commencer à construire des centaines de milliers de drones, une sorte de défense en porc-épic. C'est très utile pour la Suisse ou pour des pays comme ça, devenir tout simplement une cible très difficile à avaler, qui ne vaut pas le coup. Le problème, c'est que Taïwan peut être soumis à un blocus. Ils pourront peut-être rendre une invasion chinoise très difficile. C'est environ 20 fois plus grand qu'Okinawa, avec une population bien plus importante qu'Okinawa, qui a été notre bataille la plus dure dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. À côté, Okinawa paraîtrait insignifiante. Donc ce ne serait pas une île facile à conquérir par la force. Mais elle peut évidemment être soumise à un blocus. Et la stratégie chinoise serait d'imposer à Taïwan un blocus aérien et maritime. On les a déjà vus faire des exercices, avec de grandes manœuvres navales tout autour. Ils peuvent progressivement intensifier cela. Et en fait, leur stratégie consistera à pousser l'Amérique à intervenir pour briser le blocus. Soit nous laissons Taïwan être assiégée et réduite à se soumettre par le blocus, soit quoi? Nous envoyons la marine américaine qui n'a même pas pu entrer dans le golfe Persique. Oui, ce n'est pas une stratégie gagnante. C'est quelque chose que je dénonce depuis longtemps. Écoutez, une dernière chose avant de vous laisser partir. Vous et moi, on en a un peu parlé avant d'entrer à l'antenne, et je voulais simplement avoir votre avis sur un aspect de tout ça. C'est cette guerre à laquelle presque personne ne prête attention, certainement pas les médias généralistes. Je parle du moral de nos troupes qui ont dû partir là-bas. On leur avait présenté cette liste très large de cibles et d'objectifs que Trump avait fixés au départ. On n'y est pas arrivé. Ensuite, on a essayé autre chose, et ça n'a pas marché. Puis on a tenté un protocole d'accord, qui n'a pas marché non plus. Et maintenant, ils parlent d'y retourner encore une fois. Entre-temps, surtout après la signature du protocole d'accord, certains soldats ont commencé à être redéployés parce qu'ils pensaient que la guerre était terminée. Maintenant que certains ont été renvoyés sur place, à votre avis, qu'est-ce qui se passe à la pointe du combat? Oui, je pense que les récits sur le mauvais moral, vous savez, il y a toutes ces blagues sur le moral du genre contrôle du moral, c'est tout un genre de blagues militaires sur le moral. Mais moi, j'ai été sur ces navires. Vous savez, j'ai dû naviguer sur une douzaine de bâtiments différents de la marine parce qu'en tant que nageur de combat, je n'étais pas affecté à un navire, mais j'embarquais dessus pour les déploiements. Et les militaires du rang vivent dans... Vous savez, si vous prenez une petite salle de bain et que vous y mettez 6 gars dans des couchettes triples, avec à peine 1 mètre entre les couchettes d'un côté et de l'autre. Et les marines, souvent, leur compartiment de couchage, c'est un couloir du navire. Vous avez donc 3, parfois même 4 rangées de couchettes de marine de chaque côté d'un passage, où les marins vont et viennent jour et nuit pour faire leur travail. Et vous vous habillez et vous vous déshabillez, littéralement devant, vous savez, une douzaine de gars à moins de 3 mètres de vous pendant des mois, dans une boîte en acier. Et la seule chose que vous attendez avec impatience, c'est la permission. C'est pouvoir descendre du navire de temps en temps pour se défouler, boire de l'alcool et des bières, faire du repos et de la récupération. C'était F1F, quelque chose comme ça. Et forniquer.
Mais oui, mon beau-père était à Iwo Jima. Il était opérateur radio. Il avait 18-19 ans à Iwo Jima, comme opérateur radio. Mais un mois avant Iwo Jima, il était à Hawaï. Ils avaient des permissions comme vous ne pouvez pas imaginer. Hawaï était complètement ouvert. Hawaï était fait pour les marins et les marines en permission pendant la Seconde Guerre mondiale. Le reste du temps, ils s'entraînaient, montaient et descendaient des bateaux, sur terre, sur les navires, sur terre, et puis, permission à Honolulu. Un mois plus tard, il était à Iwo Jima. Alors, passer 6 ou 7 mois dans une de ces boîtes en acier, sans avoir de permission. Et je sais que beaucoup de marins et de marines disent « Moi, je l'ai fait. » Oui, mais vous aviez aussi des permissions. Vous aviez, disons, 2 semaines pendant lesquelles le navire était au mouillage au large de Naples ou à quai à Rota. Vous ne passiez pas 6 mois dans l'océan Indien sans voir la terre. Et le ravitaillement devient un facteur énorme. Parce que quand la 5e flotte était à Bahreïn, il y avait des avions qui arrivaient avec de la nourriture fraîche. Et vous savez, le ravitaillement, il y avait un flux régulier de provisions fraîches qui arrivaient dans le golfe Persique jusqu'à nos bases, puis étaient acheminées vers nos navires. Ça n'existe plus, parce que le seul point de ravitaillement, c'est Diego Garcia qui est encore plus loin. Je suis donc certain qu'ils font de leur mieux. Je ne veux pas dénigrer la marine marchande qui coopère avec la Navy, ni les navires du MSC. Je sais qu'ils font de leur mieux. Mais nous menons cette guerre sans avoir de base de soutien proche pour ces navires. Ils doivent aller jusqu'à Diego Garcia. Alors, les permissions à Diego Garcia, je suis sûr qu'il y a beaucoup de bière, qu'on peut jouer au volley, vous savez, faire les choses qu'on peut faire sur une île déserte, un peu de plongée avec tuba. Mais ensuite, vous retournez sur votre navire, vous reprenez votre poste. Ce n'est pas exactement, vous savez, Naples ou Rome, ou encore Sasebo au Japon, ou Athènes, en Grèce. Ce sont les endroits que les marins affichent sur leurs vestes de croisière, tous ces lieux sympas où ils sont allés. Là, c'est pas le cas. Alors si vous mangez des légumes pourris et une viande de porc rance, dont on ne sait même pas ce que c'est, et que vous vivez dans ces espaces exigus, je pense que ça compte aussi. Je ne veux pas m'acharner sur la jeune génération, mais je pense que leurs attentes en matière de confort étaient plus élevées que celles des marins qui arrivaient dans les années 70 ou 80. Je pense qu'ils attendaient davantage de ce que la marine leur fournirait. La chute est donc plus dure, vous savez. Et je pense que c'est aussi ce que les recruteurs leur ont dit. C'est de là que venait cette attente, je pense. Oui, engagez-vous dans la marine et voyez du pays. Ce n'est pas seulement un travail, c'est une aventure. Et c'est encore pire pour les marines à bord de ces navires, parce que leurs quartiers sont encore plus mauvais que ceux des marins. On ne s'attend pas à ce qu'ils restent 8 mois d'affilée sur le navire. Oui. Ça ne fait pas partie du plan. Vous savez, on a toujours un groupe amphibie prêt à intervenir. En Méditerranée, on appelle ça un MARG, M-A-R-G. Donc il y a toujours un bataillon de marine, des CB, et ainsi de suite, quelque part en Méditerranée. Et si le Liban est le point chaud ou peu importe, ils seront dans cette zone. Mais vous savez, toutes les 2 semaines, vous êtes en Grèce, en Italie, voire à Haïfa, en Israël, et vous descendez à terre en permission. C'est ça, le mot « liberté ». Ça compte beaucoup pour un marin. Et si vous êtes coincé du mauvais côté du golfe Persique, dans l'océan Indien, je peux seulement imaginer que la fidélisation va être catastrophique. Le recrutement et la fidélisation, ça veut dire que ces gens ne vont pas se réengager. Et là, vous devez tout recommencer au camp d'entraînement avec de nouvelles recrues, parce que les gens vont dire « laissez tomber ». J'ai vu des photos de navires qui rentrent couverts de coulées de rouille. Avant, on se moquait des Russes, des Soviétiques,
On disait que c'était le signe que leur empire s'effondrait quand leurs navires avaient l'air aussi délabrés. Quand on voit de la rouille couler le long de la coque d'un navire, ça ne veut pas dire que toute cette partie, là où l'on voit cette patine rouge, est rouillée. Ça peut être juste une petite zone en haut où la peinture a cédé et d'où la rouille coule ensuite vers le bas. Alors on voyait des marins sur le flanc du navire, installés dans une sellette ou un siège de gabier avec un marteau pneumatique à aiguille. Ils s'attaquaient aux zones réellement rouillées, puis les repeignaient. Ils ne le font plus maintenant. Ils ne le font pas. Et je ne peux qu'imaginer que si les chefs demandent aux marins de sortir les marteaux à aiguille et de se mettre à traiter la rouille, les marins vont simplement répondre « Je ne crois pas, chef ». C'est un équipage de 2026, pas de 1986. Alors les chefs ne vont pas tolérer une mutinerie parce qu'une partie de l'équipage refuse tout simplement. Résultat, ce genre de travail ne se fait pas. Maintenant, ils disent c'est du travail de chantier naval. On va juste rouiller jusqu'à ce qu'on arrive au chantier. Avant, ils ne faisaient pas ça. J'ai servi sur des navires de la Navy. Ils avaient des marins, et c'est une blague, qui faisaient ça sur leur temps libre, en plus de leurs heures de travail. Oui, bien sûr. Ils avaient des marins avec des décapeurs à aiguille. C'est un outil pneumatique comme un marteau à air comprimé, avec plein de petites aiguilles, vous savez, pour enlever la rouille, la peinture, tout ça. C'était un combat permanent sur chaque navire, et les marins faisaient ça en plus de toutes leurs autres tâches. Donc quand je vois des navires dans cet état-là, je me dis qu'il y a un problème de morale et de discipline à bord. Oui, et tout cela entraîne des problèmes et des conséquences à court terme, ainsi que des conséquences à moyen terme, dont vous venez de parler. Et tout ça à cause d'un mauvais leadership, du plus haut niveau jusqu'en bas de l'échelle. J'avais justement une note ici, juste avant qu'on entre à l'antenne, d'une autre source qui parlait de certaines personnes sur le terrain, dans la zone. Et dans certains cas, c'est encore pire que ça. Donc il faut que cette situation se termine rapidement. Oui. Et je pense que, comme l'agent orange après le Vietnam, le syndrome de la guerre du Golfe et les autres maladies issues des guerres dans le désert, provoquées par l'environnement ou quoi que ce soit, les fosses de brûlage et tout ça, je pense que la grande histoire, l'histoire qu'on ne raconte pas, où sont les journalistes? Pourquoi ne se faufilent-ils pas dans ces hôpitaux en Allemagne? Pourquoi ne sortent-ils pas cette histoire? Où sont-ils? Ce sera les traumatismes causés par les explosions. Oui, aucun éclat de métal ne vous a traversé le corps, mais vous avez subi le souffle. Vous avez encaissé une surpression de 2 ou 3 livres et vous êtes détruit. Alors où sont les journalistes? Oui, on verra bien. Ils en sont empêchés. Bon, écoutez, nous vous remercions vraiment d'être venus aujourd'hui, surtout avec votre propre expérience militaire. Vous savez donc un peu quelles sont les choses à examiner ici, que les autres ne connaissent tout simplement pas. Nous vous en remercions. Merci. Merci. Et on vous apprécie. On sera de retour dans environ 1 heure. Là, on va recevoir un nouvel invité. Brian McGlinchey va nous rejoindre aujourd'hui et on va parler de tout ça, en particulier de certaines choses qu'a dites le vice-président, qu'on serait, en quelque sorte, juste au milieu de la partie. Et si on est au milieu de la partie, bon sang, où est-ce que ça va nous mener? Brian en parlera cet après-midi, avec aussi quelques éléments sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a hâte de vous retrouver tout à l'heure dans le Daniel Davis Deep Dive. On n'a pas vraiment de sponsor, et il y a une raison à ça. On ne veut pas vous assommer avec une avalanche de publicité. Cliquez sur le bouton j'aime et bien sûr, partagez ça avec quelqu'un que vous aimez.